Bien, alors, je reprends donc pour l'analyse des subordonnées à partir du premier type, la subordonnée complétive. Donc, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'elles étaient équivalentes à des groupes nominaux, et simplement, ce que je vais ajouter ici comme complément, c'est de vous préciser les différentes fonctions possibles de la subordonnée complétive. Donc, je rappelle qu'on distingue à l'intérieur de la catégorie des complétives la conjonctive de la subordonnée interrogative indirecte. Alors ça, c'est ce qui est préconisé dans la terminologie grammaticale, la nouvelle terminologie grammaticale française qui va bientôt paraître, d'ailleurs qui n'est toujours pas paru, mais qui va paraître courant 2019, je pense. Mais dans les usages, souvent les gens disent conjonctif ou complétif pour les subordonner en que. L'usage est très flottant là-dessus. Bon, peu importe. Alors, la première fonction possible, c'est la fonction sujet. Exemple, quel n'est pas compris me surprend. C'est cela me surprend, et le cela est remplacé par une complétive. C'est bien une complétive. On a un outil introducteur et puis une phrase qui est complète. Elle n'a pas compris, bon, avec l'accord subjonctif. Elle peut être attribut du sujet. Mon souhait est que vous réussissiez. Elle peut être complément d'objet direct. Je crois que vous avez raison. Ça, c'est ce qu'on retient en général comme fonction prototypique, disons, de la subordonnée conjonctive. Elle peut être complément du nom. La crainte qu'elle parte m'envahit. Alors attention là, à ne pas confondre la relative et la complétive. La crainte qu'elle parte m'envahit. Pourquoi je considère que c'est une complétive? Parce que la phrase, elle est complète avec « elle part ». Enfin, si j'enlève le subjonctif qui est causé par la subordination, ma phrase, elle est composée d'un pronom « elle » et d'un verbe « partir ». Si j'avais la phrase, par exemple, « la crainte qu'elle exprime », ou la crainte qu'elle ressent. Vous voyez, essayez de bien avoir en tête cette distinction. La crainte qu'elle parte, la crainte qu'elle ressent. Parce que c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas du tout la même analyse. La crainte qu'elle ressent, c'est elle ressent de la crainte, qui est pronominalisée par le pronom relatif que. Donc, elle ressent tout seul, c'est pas complet. Ici, elle part, c'est complet. Ça n'est pas complet, pourquoi? Parce que le pronom relatif a une fonction. Ici, c'est complet, parce que le que étant une conjonction de subordination, il n'a pas de fonction. Elle peut être apposée. Bon, exemple, je ne souhaite qu'une chose, que vous réussissiez, en considérant qu'on a une relation d'apposition, bon, c'est un peu marginal. Je souhaite que vous réussissiez, ça ne travaille pas que si Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, ce sera COD, ce sera complément d'objet direct. Là, c'était juste pour donner un exemple de structure où on a cette coupure caractéristique de la position. C'est vrai d'ailleurs qu'on n'a pas tellement, je vous en ai pas tellement parlé de cette fonction dans les fonctions du nom, mais j'en parlerai un tout petit peu à travers les relatives. Donc attention, complétive, ça ne veut pas dire que la proposition est forcément complément, puisque on voit bien qu'elle peut être sujet, la complétive. la fameuse proposition 2. Oui. Dans la phrase, elle ressent de la crainte, complément d'objet direct introduit par une préposition 2. Non. Elle ressent de la crainte. Alors, de là est un partitif. Ici. Vous vous souvenez, on a vu les partitifs de l'eau, du vin, etc. Les partitifs, ils fonctionnent aussi avec les noms abstraits. Donc un article indexant. C'est un article partitif. Et dans le cas, par exemple, des verbes qui après ont besoin, dans le cas des complétifs, par exemple, le verbe demander, le verbe exiger, si après on lui met un infinitif, obligatoirement, il doit avoir la préposition 2. Oui,
Il lui a demandé de terminer. Ouais. Alors là, c'est un piège parce qu'on a l'impression que ça peut être un complément d'objet indirect, hein, si on l'analyse comme une préposition. Il lui a demandé de partir, par exemple. Hein. Il lui a demandé de partir. En réalité, le de ici n'est pas une préposition, tout simplement parce que il lui a demandé quelque chose. Le verbe demander exige un complément d'objet direct, sans préposition. Donc le de ici, alors c'est une sorte, parfois on l'appelle l'indice d'infinitif, enfin il n'y a pas vraiment de nom stabilisé pour le caractériser, mais c'est un support pour l'emploi de l'infinitif. C'est un peu un équivalent du que. Hein. Il lui a demandé qu'il parte, de partir. On voit qu'il joue un rôle un peu similaire à un que de conjonction de subordination. Donc de toute façon, ce n'est pas du tout une préposition. Non, ce n'est pas non plus une préposition. Mais c'est rien, ce de-là, pardon ? Vous l'avez appelé comment ? Indice d'infinitif. Oui, c'est la grammaire méthodique du français donne ça, mais en fait, ça fait partie de cette zone grise des de qui ne sont ni prépositions ni articles. Encore quand on a deux belles fleurs, c'est facile, c'est un article. Mais quand on est dans la négation, hein, il ne mange pas de, etc. Quand on est dans le de ici, le de du partitif, on ne l'analyse même pas. Puisque là, on dit que c'est un partitif, le bloc de là. Mais il y a toutes sortes de qui sont un peu des SDF des catégories grammaticales, quoi. Hein, on ne sait pas trop où les mettre et ils n'ont pas de statut très clair. C'est un mot assez compliqué. Bon, il y a des propositions linguistiques, hein, techniques pour expliquer tout cela, mais dans la grammaire scolaire, tout au moins la grammaire en milieu scolaire au sens large, y compris à l'université, on est assez embarrassé. Hein, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec des apprenants du français, ce qui est quand même votre cas éventuellement, il faut absolument éviter ce genre de construction dans l'analyse grammaticale. Bien sûr, on peut le dire, tout ça, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au tout début de l'année. En fait, on ne peut, les notions grammaticales qu'on introduit, quel que soit le niveau d'enseignement auquel on se situe, elles permettent de traiter un certain type de problème, mais pas tous les problèmes. Donc, je veux dire, la trentaine de notions autour desquelles on a tourné, le déterminant, les relatives, etc., hein, vous voyez, c'est une trentaine de notions, ça ne permet pas de traiter le de ici. C'est hors sujet. Donc, tout l'enjeu, c'est d'être capable de repérer ce qui sort, en quelque sorte, du champ de compétences de la terminologie qu'on enseigne. Il faut proposer aux élèves des choses qui sont analysables avec les outils qu'on leur enseigne. Sinon, on n'en sort pas et puis on retombe, comme toujours, hein, dans une grammaire où les gens sortent un argument du chapeau qui n'a jamais été introduit auparavant pour dire « Ah oui, mais là, c'est un cas, etc. » Bon, comme je le fais un petit peu avec vous, mais là, je ne suis pas en train de vous faire simplement un cours de grammaire. En même temps, je vous montre un peu là où il y a des zones floues. Mais quand on est dans une situation d'enseignement avec de jeunes élèves ou moins jeunes élèves, il faut leur donner des cadres stables. Donc leur donner des trucs qui marchent. Et puis plus tard, ils se poseront des questions compliquées. Mais au départ, il faut avoir des catégories stables. Donc qui sachent bien repérer un sujet, qui aient en tête la structure de la phrase, la structure du groupe nominal, la structure du groupe verbal, etc. etc. Et ça ne peut s'enseigner que si on donne des phrases qui marchent. Donc, ça fait partie de la compétence professionnelle, si vous voulez, de l'enseignant de grammaire, d'être capable d'éliminer tout ce qui ne marche pas et d'éviter les choses à problème. Donc, moralité, ce qu'il faut toujours, c'est quand on prépare un cours ou quand on veut donner des exercices, il faut vraiment bien le faire soi-même avant, pour bien vérifier qu'il n'y a pas des choses qui ne marchent pas.
Et si ça ne marche pas, on trafique le texte, on enlève une phrase, on se débrouille pour donner que des choses qui marchent à 100%. Parce que sinon, le savoir qu'on construit est toujours instable. Genre, il faut se dire, ah oui, je prends ça là, mais de toute façon, je prends le texte d'à côté, ça ne marche pas. Mais oui, mais c'est normal. Hein, je veux dire, si on a un tournevis cruciforme, on ne peut pas dévisser des vis qui ne sont pas cruciformes. Bon, c'est ça. Bien, alors, donc voilà un petit complément, si j'ose dire, sur les complétives, au sujet de leur fonction. Alors, pour la subordonnée interrogative indirecte, hein, la seule chose à avoir en tête, c'est de ne pas confondre avec le si hypothétique, bien sûr. Hein. Je me demande s'il fera beau, c'est, si vous voulez, la structure interrogative qui correspond à l'interrogation directe, fera-t-il beau? Bon. Donc, c'est une interrogation totale à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc ça, c'est une distinction entre interrogation totale et interrogation partielle, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. L'interrogation totale, on peut répondre par oui ou par non. L'interrogation partielle, c'est par exemple pourquoi, comment, etc. Le plus souvent, donc, elle est de fonction COD. Les circonstancielles. Alors, une fois qu'on a compris la structure, le statut de la circonstancielle dans la structure de la phrase, c'est-à-dire le fait que c'est un élément facultatif, mobile, etc., dans la phrase, ensuite on peut proposer une analyse sémantique avec les différents types de subordonnées circonstancielles, de temps, hein, qui sont introduites par quand, lorsque, après que, de cause, introduites par parce que, puisque, avec des nuances, hein, parce que, puisque, évidemment, il y a des nuances importantes, mais dans tous les cas, on a la cause. La conséquence, hein, si bien que, de sorte que, exemple, l'été a été très sec, si bien que la rivière ne coule plus. La circonstancielle de but, pour que, afin que, de peur que, je vous l'ai donné pour que vous l'utilisiez. L'hypothèse, si vous venez, nous irons à la plage, avec si. Principalement. La subordonnée de concession, on a vu un exemple tout à l'heure, avec quoique, bien que, quoique, etc. Je déménagerai demain, bien que la maison ne soit pas achevée. Circonstancielle de comparaison, comme, ainsi que, de même que. Donc là, on n'a pas mis les corrélatives, mais. Et puis la comparaison hypothétique, comme si. Hein, je la connais, comme si je l'avais faite. Bien, alors. Ces distinctions, si vous voulez, de type de subordonnées, elles sont moins importantes que le fait de reconnaître que c'est une circonstancielle. La première chose, c'est de repérer que c'est une circonstancielle. Ensuite, pour approfondir, on regarde les types de circonstancielles. Alors, la question de la corrélative, hein, je la présente ici dans cette diapositive. On en a vu un exemple dans le texte précédent, hein, de système corrélatif où la subordonnée est introduite par un mot qui est dans la principale et qui annonce la subordonnée. Donc, là, je donne un exemple avec tant. Il a tant plu que la rivière a débordé. Donc, c'est l'équivalent de il a beaucoup plu, si bien que la rivière a débordé. Voilà, donc un autre exemple, c'est avec la comparative. Elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Donc là, elle est équivalente à une comparative sans corrélation. Elle est intelligente comme sa mère l'était. Donc, le comme est d'ailleurs ici dans la glose un peu imprécis, parce que en fait avec comme, vous voyez, il y a toujours une incertitude. Est-ce que c'est comme, c'est-à-dire simplement pour dire sa mère était intelligente, elle est aussi intelligente, ou bien est-ce que c'est elle est intelligente au même degré que.
Bon, et puis on en a aussi dans les causales, hein, d'autant plus déçu qu'elle a beaucoup travaillé. Donc cette notion de corrélation, elle montre que, en fait, la principale perd son autonomie. Alors je crois que soit vous êtes en avance un petit peu, soit vous êtes très en retard. D'accord. Voilà, donc un petit complément que vous pourrez relire sur la question de la corrélation. Ensuite, pour les relatives, donc on a, j'en avais parlé déjà, mais on va distinguer deux types de relatives, les relatives adjectives et les relatives substantives. En fait, ces deux types de relatives ont des propriétés quand même un peu différentes. Et puis il y a une distinction importante à l'intérieur des relatives adjectives. Alors, si vous prenez, oui, vous vous souvenez de ça, je vous en avais parlé déjà, si vous prenez une phrase comme « Les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes », la relative « qui avait bien révisé », ici, peut être interprétée, en principe c'est comme ça qu'on va l'interpréter si on ne met pas de virgule, hein, comme étant un sous-ensemble. Si vous voulez, vous avez l'ensemble des élèves et un sous-ensemble des élèves qui ont bien révisé. Donc la relative réduit, vous vous souvenez, je vous ai montré ce genre de schéma pour vous expliquer la notion d'extension du nom. Hein, quand on avait vu que les compléments du nom réduisent l'extension du nom. Les adjectifs réduisent l'extension du nom. Bon, les relatives aussi ont la propriété de pouvoir réduire l'extension d'un nom, c'est-à-dire de sélectionner un sous-ensemble à partir d'un nom qui désigne un ensemble. Donc, ça, c'est un premier type de relative, c'est la relative qui est de fonction épithète, en fait. Et puis, si on a des virgules, si on dit « les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes », dans ce cas-là, ce sont tous les élèves qui ont bien révisé. À ce moment-là, la relative va être de fonction apposée, hein, et elle ne sélectionnera pas un sous-ensemble, elle donnera une information complémentaire. Donc, si vous voulez, cette notion, cette idée que la subordonnée relative peut être soit épithète, auquel cas elle réduit l'extension du nom, soit apposée, auquel cas elle donne une information complémentaire sans réduire l'extension du nom, cette distinction, elle vaut aussi pour les adjectifs, bien sûr. Hein. Les adjectifs, ils peuvent être épithètes, dans ce cas-là, ils réduisent l'extension du nom, soit apposés, elles ne réduisent pas. Prenez par exemple, c'est un exemple dont je me souviens d'un ancien livre, les hôtesses souriantes accueillent les premiers clients. Prenez souriante comme adjectif. Hein. Soit, bon, si vous mettez des virgules, les hôtesses, virgule, souriantes, virgule, ça veut dire que toutes les hôtesses sont souriantes et elles accueillent les premiers clients, apposition, adjectif apposé. Mais si vous dites que seules les hôtesses souriantes accueillent les clients, celles qui ne sourient pas, on les met ailleurs, hein, les hôtesses souriantes accueillent les premiers clients, là, souriante est épithète et ça construit un sous-ensemble. Hein. Donc, on a cette distinction des deux fonctions qui correspondent en fait sémantiquement à des opérations différentes. Maintenant, le pronom relatif, ça parle, si vous voulez, cette distinction entre relative, épithète, relative, apposée, évidemment, c'est la fonction de la relative. Mais comme je vous l'ai dit, dans la relative, il y a la fonction de la relative et il y a la fonction du pronom relatif. Alors, le pronom relatif, on en a déjà vu quelques exemples, mais il peut être de fonction sujet, l'homme qui te parlait est un ami, il peut être de fonction COD, l'homme que tu as vu est un ami. Donc, encore une fois, à chaque fois, pour pouvoir trouver la fonction du relatif, vous dépronominalisez en quelque sorte le pronom relatif. Et vous reconstruisez, l'homme que tu as vu est un ami, que tu as vu, ça signifie quoi? Ça signifie tu as vu l'homme. Bon, l'homme étant pronominalisé par que. Donc, que et COD de voir. Fonction COI, l'homme à qui tu parlais est un ami, donc, même chose, tu parlais à cet homme. À cet homme est remplacé par à qui, donc à qui
qui est complément d'objet indirect. Complément du nom, j'ai aimé le livre dont cet homme est l'auteur. Cet homme est l'auteur de ce livre. Et de ce livre est remplacé par dont. Donc c'est un complément dont et complément du nom de auteur. Complément circonstanciel avec où, la ville où je travaille est près d'ici. Alors, deuxième grand type de relatives, les relatives dites substantives. Alors, les relatives substantives, je vous donne tout de suite un exemple. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Pourquoi on parle de relatives substantives ? On a bien un pronom relatif, qui, sauf que ici, la relative ne dépend pas d'un nom. Elle est elle-même deux fonctions, ici, sujet du verbe ménager. Qui veut voyager loin, ou celui qui veut voyager loin, peu importe, ça revient au même. Tout cela, qui veut voyager loin, est sujet de ménager. Donc vous voyez qu'on est déjà, si on est dans une fonction sujet, on n'est plus dans fonction épithète ou apposée. C'est complètement autre chose. Ça remplace un nom, c'est l'équivalent d'un nom, la relative substantive. C'est pour ça qu'on l'appelle substantive. Donc l'ensemble de la relative est sujet de ménager, et le pronom relatif est sujet de veut voyager. Donc on a toujours une relative avec la fonction de la relative et la fonction du pronom. Donc c'est bien une relative. Donc les relatives substantives ont des fonctions nominales, et puis la particularité, c'est que l'antécédent du pronom, c'est une chose extrêmement générale. C'est quelqu'un, etc. C'est pas rien, c'est pas qu'il n'a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent au sens où il n'y a pas de mot, mais du point de vue du sens, il y a un antécédent qui est générique, qui est une généralité. Donc, pour l'exemple de la fonction sujet, on a qui veut voyager loin ménage sa monture. Pour la fonction objet, on va avoir par exemple j'aime qui m'aime, j'aime ce que je veux. Qui m'aime, ici, c'est une relative COD de aimer, et dans cette relative, qui est sujet du deuxième aimer. J'aime ce que je veux est une relative, j'inclus le ce dedans, on ne l'analyse pas séparément. J'aime ce que je veux est une relative substantive, COD de aimer, et à l'intérieur de la relative, que est COD de vouloir. Fonction COI, donne-le à qui tu voudras, donne-le à qui tu voudras, donner à quelqu'un, donc l'ensemble de la relative est complément d'objet indirect, et à qui tu voudras le donner. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Si, l'ensemble de la subordonnée relative est bien complément d'objet indirect. Et le qui, alors, à celui que tu voudras. Là, c'est compliqué d'analyser la fonction du relatif. Donc, je passe. Proposition subordonnée relative substantive de fonction attribut. Je ne suis pas qui vous croyez. Là, c'est le verbe être. Donc, qui vous croyez, l'ensemble va être attribut, donc, du sujet je. D'accord ? Donc, en général, quand on analyse une relative, enfin, en tout cas, à l'examen, ce que je vous demanderai, quand on analyse la relative, c'est bien de donner ces 4 points. Sa délimitation, où elle commence, où elle finit. Sa fonction, la fonction de la relative. Où est le pronom relatif et quel est son antécédent quand il y en a un, quand ce n'est pas une relative substantive. Et l'identification de la fonction du pronom relatif. Évidemment, je ne vous donnerai pas des cas compliqués où le pronom relatif est trop difficile à identifier en termes fonctionnels. Oui ?
Non, parce que par exemple, ici, ce que je veux, c'est l'ensemble de la relative. Et à qui aussi ça tombe avec la préposition alors parce que Oui, oui. À qui tu voudras. Voilà. Bon, mais là, ce ne serait pas une erreur de dire que la relative commence par qui. Oui, non, pardon, c'est différent en effet. Parce que donne-le à qui tu voudras, la relative, c'est qui tu voudras. Hein? Là, on ne peut pas mettre le à dans la relative, puisque si je mets donne-le à Pierre, à Paul, etc., bon, la préposition reste constante. En revanche, dans j'aime ce que je veux, le ce va être inclus dans la relative. Hein. Donc, c'est pas, on n'a pas affaire tout à fait aux mêmes structures ici. Alors, on va être obligé d'arrêter. Ce que je vais faire, je ne vais pas pouvoir commenter, mais je vais, dans le PowerPoint que je mets en ligne, je vais mettre des compléments sur la participiale, les phrases atypiques. Vous le lirez, et puis au lieu de, vous me poserez des questions s'il y a des points que vous ne comprenez pas. On fera ça en début de séance. Et puis ensuite, on fera un essai d'examen, mais évidemment un peu plus court peut-être. Enfin, je sais pas, je me débrouillerai pour que qu'on ait le temps à la fois de le faire et de le corriger, parce que ça n'a aucun intérêt si on ne le corrige pas, bien sûr. Voilà, eh bien merci de votre attention et à la semaine prochaine.